EXO Africa Investment Consulting, votre interlocuteur indispensable dans la réalisation des investissements de la diaspora africaine. Vous êtes ou vous envisagez vous lancer dans l'agrobusiness, les mines, l'immobilier, la distribution, le digital et la microfinance. Or, diamant, cuivre, cobalt, pétrole, le cabinet EXO Africa Investment Consulting vous accompagne dans le conseil, la création, l'accompagnement jusqu'à la réalisation de vos projets sur le terrain en République démocratique du Congo. Notre expertise juridique, administrative et commerciale en France, en RD Congo et en Afrique francophone vous donne la clé de la réussite. Pour tout contact, notre siège se situe au 11 rue Tranchée 75 008 Paris et par téléphone au 0033 7 53 93 03 07. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que ça marque les débuts, n'est-ce pas, de l'objectif que je m'étais assigné avant la création de cette chaîne. En fait, cette chaîne avait été créée, n'est-ce pas, dans le but de fédérer la diaspora congolaise, la diaspora africaine en général, de manière à ce qu'elle puisse être utile pour le développement de l'Afrique ou du Congo. Donc aujourd'hui, c'est le point de départ, n'est-ce pas, pour pouvoir commencer cette série des émissions qui vont être consacrées au développement, aux investissements de la diaspora africaine ou congolaise dans leur pays d'origine. Je vous présente par ces mêmes billets notre cabinet conseil que nous venons de créer ici en France, qui se dénomme EXO Africa Investment Consulting. EXO Africa Investment Consulting, votre interlocuteur indispensable dans la réalisation des investissements de la diaspora africaine. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui ma brochure électronique, donc les e-books que j'ai mis en place, qui parlent des différents secteurs de développement, différents secteurs à forte potentialité pour la République démocratique du Congo. Si vous voulez investir en RDC, je vous parle ici des différents secteurs d'activité qui seront très intéressantes pour vous, de manière à ce que vous puissiez vous lancer dans l'investissement. La République démocratique du Congo est un pays qui se trouve en Afrique, donc au centre de l'Afrique, en Afrique centrale. Un pays qui a 2 345 000 km², avec aujourd'hui une population estimée à 100 millions d'habitants. La RDC regorge plusieurs potentialités économiques susceptibles de l'aider à participer à son développement. Mais malheureusement, depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui, le pays n'est pas arrivé, n'est-ce pas, à se sortir du lot, donc n'est pas arrivé à se développer, bien malgré toutes ces potentialités qu'il regorge. D'où l'intérêt aujourd'hui pour nous de la diaspora de pouvoir réfléchir de quelle manière nous pouvons contribuer, n'est-ce pas, au développement de ces pays. Dans un premier lieu, dans le domaine agricole. L'agrobusiness, c'est un terme fourre-tout. Agrobusiness, c'est un terme anglo-saxon qui veut tout simplement dire l'agriculture productiviste ou l'agriculture productive. En gros, c'est l'agriculture et toutes ses valeurs ajoutées, tous les secteurs qui vont avec. Parce que quand vous faites l'agriculture, normalement, l'agriculture appelle aussi un certain nombre d'activités. Je parlerai
déjà par exemple de la distribution, parce que quand vous faites l'agriculture, logiquement, les produits agricoles vont dans la distribution, donc dans les marchés, supermarchés. Ces produits vont aussi dans les usines pour pouvoir être transformés. Donc, tous ces secteurs-là qui dépendent de l'agriculture, c'est ça qu'on appelle l'agrobusiness. Les défis agricoles de la RDC sont immenses. J'aimerais d'abord circonscrire en fait la situation aujourd'hui, enfin la situation par les passés, la situation d'aujourd'hui et la situation que je projette pour les années à venir. Dans les passés, donc pendant la période coloniale et même dans les années qui ont suivi l'indépendance du pays en 1960, l'agriculture constituait l'un des plus grands apports dans les budgets nationaux, donc dans l'économie nationale. Les pays étaient forts étaient pratiquement les premiers dans l'exportation d'un certain nombre de produits, tels que les cafés, les cacao, l'huile de palme, les caoutchoucs, et j'en passe. Les pays étaient parmi les premiers producteurs africains et même mondiaux, à certains égards, d'un certain nombre de ces produits. Mais après l'indépendance, du fait de la guerre, du fait de la mégestion que les pays avaient connue, la production agricole n'a pas suivi la croissance démographique de la population. Au contraire, la production agricole, voudrais-je dire, a régressé par rapport à la croissance démographique du pays, donc de la population. Ce qui fait que les pays qui ont la potentialité, n'est-ce pas, de pouvoir nourrir au moins 2 milliards d'habitants, n'arrivent pas aujourd'hui à nourrir les 100 millions d'habitants. Les pays, c'est même pas une question d'en parler parce qu'on en parle dans tous les médias. La crise alimentaire, il y a la crise alimentaire, un déficit alimentaire au niveau du pays, la malnutrition, ce qui est, n'est-ce pas, paradoxal par rapport aux potentialités du pays. Parce qu'il faut dire, la RDC regorge 80 millions d'hectares de terres arables, ce qui est énorme. Mais ces terres ne sont pas exploitées. Ils ne sont exploités qu'à 10%, donc par la population rurale. Donc là, pour dire que le plus grand employeur au Congo, ce n'est pas l'État, c'est l'agriculture. Parce que l'agriculture arrive à employer au moins toute la population rurale. Alors, c'est ça en fait les paradoxes qu'il y a dans ces pays. Une forte potentialité agricole, mais de l'autre côté, la malnutrition. Comment faire? C'est là notre implication à nous, la diaspora. C'est vrai que nous nous sommes beaucoup trop attardés sur des considérations, à juste titre, hein, par moment, sur des considérations politiques, sociales, dans des revendications. Mais entre-temps, nos compatriotes sont en train de mourir de faim. On ne peut pas laisser aux seuls politiciens la prétention de pouvoir s'occuper de ces peuples. C'est là notre apport. Il est aujourd'hui démontré que l'apport de la diaspora dépasse celui de l'aide publique au développement. La diaspora congolaise contribue aujourd'hui en termes de plus de 2 milliards de dollars par an dans les produits intérieurs bruts. Donc, ce qui est énorme. Ça dépasse toutes les aides que la communauté internationale peut nous octroyer. En réalité, la diaspora congolaise constitue la classe moyenne du pays. Et en tant que classe moyenne du pays, nous avons les devoirs, nous avons la capacité, nous avons la potentialité de pouvoir investir dans des secteurs qui sont viables, qui vont appeler la richesse dans les pays, notamment les secteurs agricoles. Aujourd'hui, la plupart des terrains, des hectares, des plantations qu'on avait connues, je parlerai des IHB, je pense, IHB,
dans les Bandundu, donc les plantations, les verts, dans les Bandundu, dans les Bas-Congo, à l'Équateur, toutes ces plantations sont abandonnées, quasi abandonnées. Donc, nous pouvons répondre à ces activités. Nous pouvons les récupérer. Il est attendu aujourd'hui de la diaspora de se constituer en coopérative de manière à prendre en main un certain nombre de domaines agricoles qui ont été abandonnés au niveau du pays, dans le secteur des cafés, parce qu'aujourd'hui, il est démontré que le café congolais est l'un des cafés les plus prisés dans le monde. Dernièrement, en 2017, il y a la société Sokpadi qui est au Kivu, qui avait participé à un concours sur les cafés, sur le plan mondial. Et cette société est sortie, donc son café est sorti les premiers. Donc pour vous dire que le café congolais, c'est l'un des cafés les plus prisés. Et les domaines du café, c'est un domaine qui paye, donc à très forte rentabilité. Nous pouvons nous constituer en coopérative, comme je l'ai dit, de manière à exploiter un certain nombre de domaines agricoles qui ont été abandonnés, n'est-ce pas, par les colons ou par des acquéreurs autres. Nous pouvons les exploiter pour les rentabiliser. C'est possible, parce que les cafés, c'est un arbre, hein, en réalité. Il ne se détruit pas. Donc, il ne se détériore pas. Ce qui se détériore, c'est son environnement. Il suffit seulement de rendre la plantation ou les plantations viables en coupant les herbes et tout, et avec les concours des agronomes, n'est-ce pas? Et nous pouvons récupérer toutes ces concessions. Donc là, c'est déjà dans le domaine du café. Mais en ce qui concerne les Kinshasa, parce que c'est quand même la capitale, Kinshasa aujourd'hui, c'est une ville... une métropole d'au moins 15 millions d'habitants. Et avec tout ce qu'il y a eu comme exode rural, aujourd'hui, Kinshasa ne dépend que de l'importation pour pouvoir se nourrir. Les riz, les sucres, poissons, poulets, ce qui est vraiment dommage parce que nous, au niveau de la diaspora, nous pouvons aussi contribuer dans ces secteurs. C'est ainsi que Exo Afrique s'est organisé à prendre des arrangements avec des autorités nationales de manière à constituer un certain nombre de terrains agricoles qui seront mis à la portée de la diaspora pour pouvoir exploiter. Nous pouvons exploiter. Nous en avons les moyens. Nous allons mettre en place, dans le cadre d'Exo Afrique, un certain nombre d'accompagnements en termes de formation, en termes d'études de faisabilité et même en termes d'encadrement sur terrain avec des agronomes, des renom qui se trouvent au niveau du pays. Outre l'agriculture, la RDC dispose d'immenses opportunités, potentialités dans les domaines de l'immobilier. Déjà, avec l'exode rural, du fait de la guerre que le pays a connue, toutes les grandes villes aujourd'hui sont presque saturées des populations. Et il faut dire, comme je l'avais dit, le pays connaît une croissance démographique de 3%. Donc, cette tension au niveau des grandes villes pose le problème des logements. Il faut chercher à loger tous ces mondes. Déjà, dans une ville comme Kinshasa, aujourd'hui, il apparaît un certain nombre de phénomènes qu'on ne connaissait pas à l'époque, hein, phénomènes qu'on appelle gilette, entre guillemets, gilette, morcellement. C'est-à-dire, les propriétaires sont obligés de couper leur parcelle pour vendre, avec la crise, hein, la partie non utilisée. Les phénomènes gilette. Et cela est dû tout simplement par le fait qu'il existe une forte tension démographique autour des grandes villes qui fait que les gens sont obligés de se loger. Donc, il faut trouver des terrains. Et cette situation a aussi occasionné un accroissement du prix de l'immobilier.
en termes de vente et même en termes de location. Aujourd'hui, la RDC est parmi les pays les plus rentables en Afrique et même au monde, parce que moi, j'en ai jamais vu. Parce que les taux de rentabilité en termes d'immobilier, aujourd'hui en RDC, est estimé à 12%. Donc, c'est le premier pays en Afrique en ce qui concerne les immobiliers résidentiels à avoir ces taux de rentabilité. Voilà encore une autre opportunité pour la diaspora, n'est-ce pas, de pouvoir s'intéresser à ces secteurs. Parce que moi personnellement, je suis résident en France, mais en France, vous ne trouverez jamais un si fort taux de rentabilité en termes de l'immobilier. Ça n'existera jamais. 12%. La plupart des grandes villes, donc des chefs-lieux ou des capitales, hein, je voulais dire, sont dotées de cette potentialité immobilière au niveau de la RDC. Mais il existe des villes qui se sont quand même démarquées des autres. Je citerai la ville de Kinshasa, donc la capitale, avec 15 millions d'habitants, la ville de Lubumbashi, aujourd'hui la ville de Kolwezi, la ville de Matadi, la ville de Goma et j'en passe. Ce sont des villes qui se sont démarquées, n'est-ce pas, en termes de potentialité immobilière. Comme je disais, il y a un certain nombre de villes qui se sont démarquées des autres en termes de potentialité dans les domaines de l'immobilier. Je vais vous comparer deux villes en fait. Déjà, je vous rappelle que vous aurez la synthèse de mon travail, de mon e-book dans les descriptifs de l'émission. Donc, je voudrais comparer deux villes, la ville de Kinshasa et la ville de Kolwezi. Kolwezi, c'est une ville qui vient de sortir du braquage du monde, en fait. Aujourd'hui, c'est tout le monde entier qui est braqué, qui a les yeux vers la ville de Kolwezi, parce que, n'est-ce pas, c'est la capitale mondiale du cobalt, cette matière essentielle dans la fabrication de la batterie électrique. Donc, le futur pétrole des années qui vont arriver. Donc, à juste titre, j'ai toujours rigolé quand je parle aux amis, je dis Kolwezi, c'est l'Abu Dhabi des années 2050, en fait. Parce que c'est la capitale du cobalt. Alors, aujourd'hui, dans cette ville, pour acquérir un terrain, vous pouvez acquérir un terrain dans une zone urbanisée, hein, plus ou moins urbanisée, c'est 10 000 $. 10 000 $ pour avoir un terrain à construire. Alors qu'à Kinshasa, pour acquérir un terrain dans une zone urbanisée, vous ne dépenserez pas moins de 30 000, 40 000. Un terrain viable dans une zone urbanisée. Je donne l'exemple de ma campagne, Limité ou d'autres quartiers IP de la ville. Mais par contre, en termes de rentabilité, vous allez remarquer que en construisant à Kolwezi, les mêmes types de maisons que celui que vous allez construire à Kinshasa, à Kolwezi, ça vous rapportera les doubles de ce que vous aurez acquis, vous aurez reçu à Kinshasa. Pourquoi? C'est parce que la plupart, déjà, j'insiste sur le fait que Kinshasa est déjà très rentable. Hein. Donc, la raison en est que beaucoup d'entreprises se sont empressées de venir investir dans cette ville qui a été nouvellement érigée en ville, donc capitale d'une province, d'une nouvelle province, et là-bas. Donc, beaucoup d'entreprises sont arrivées, il n'y a pas d'infrastructure, ils doivent loger leur personnel, ils doivent avoir leurs locaux de travail eux-mêmes et tout. Donc, toute cette problématique-là n'est pas encore résolue. Ce qui fait que l'immobilier est très cher dans cette ville. Très cher. Donc, voilà une ville où on peut aller investir en hôtellerie, parce qu'ils ont besoin d'infrastructures, hein, des hôpitaux, des cliniques privées, des écoles, des habitations,
et des bureaux. Vous voyez? Donc, on peut aller investir avec peu d'argent qu'on peut dépenser pour acquérir rien qu'une parcelle à Kinshasa. Cet argent peut vous servir à acquérir et construire une parcelle à Kolwezi, mais cette parcelle va vous payer plus que Kinshasa. Vous voyez la différence et l'attractivité de la ville. Donc j'insiste encore pour dire que Kinshasa c'est déjà très rentable, mais Kolwezi c'est la folie. Vous voyez? Donc il y a un certain nombre d'activités que nous pouvons entreprendre ensemble dans ces secteurs. Si vous êtes intéressé, je vous prierai de nous contacter dans nos locaux ou par les moyens des ondes, de manière à discuter et voir dans quelle mesure nous pouvons vous proposer un certain nombre de pistes pour ces investissements. Alors, autre potentialité, autre domaine d'investissement en République démocratique du Congo, c'est dans les domaines de l'Internet. L'Internet, les domaines de l'Internet, c'est l'avenir, n'est-ce pas, du monde. Parce qu'actuellement, tout se passe sur Internet. La plupart d'entreprises sont obligées d'avoir des miroirs sur Internet pour pouvoir exister, pour pouvoir continuer à commercer. Alors, aujourd'hui, les pays n'est pas totalement couvert par la fibre optique. Donc, contrairement à d'autres pays tels que les Cameroun, d'autres pays africains, les Cameroun, la Côte d'Ivoire, où on trouve un certain dynamisme aujourd'hui au niveau des jeunes et même au niveau des entreprises dans ces domaines de l'Internet. La RDC est en retard en matière de la couverture des fibres optiques. Paradoxalement, au niveau de l'Europe, par exemple, le déploiement de la fibre optique est arrivé à son terme. En France, en Belgique, dans tous ces États, normalement, ils sont arrivés à la fin du déploiement de la fibre optique. Il existe encore plusieurs entreprises, d'ailleurs, nombreux sont des compatriotes qui ont cette expertise dans le domaine de la fibre optique, dans le domaine de l'Internet. Ce dont il faut s'attendre, c'est que ces entreprises vont chercher à aller lorgner en Afrique, dans des pays tels que la RDC, où il n'y a pas encore ce déploiement total de la fibre. C'est à juste titre d'ailleurs que Facebook et Liquid, la société Liquid Intelligent, ont mis en place un joint venture pour pouvoir relier l'Afrique australe en passant par la RDC en fibre optique. Donc toutes ces opportunités sont des marchés, n'est-ce pas, dans les domaines déjà de la fibre optique. À cela, il faut dire que le gouvernement de la RDC a mis en place ce qu'on appelle la SOCOF, donc Société Congolaise de la Fibre. Cette société, cette structure qui est censée gérer, contrôler les déploiements de la fibre optique en République démocratique du Congo. Donc c'est l'équivalent en France d'Orange Télécom, hein, parce qu'en France c'est Orange qui gère les réseaux de la fibre et tout. Donc tout ça, ce sont des opportunités hein, pour ceux qui sont intéressés ou ceux qui connaissent bien les domaines de la fibre optique. C'est des opportunités qui se présentent pour pouvoir se déployer au niveau du Congo et essayer d'obtenir sa part des marchés. Toujours dans le domaine de l'Internet, il y a d'autres opportunités hein, qui existent, telles que dans les digitales, dans la communication. Aujourd'hui, on voit les dynamismes. Moi, personnellement, je vois beaucoup de dynamisme dans les chefs des jeunes au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Cameroun, au niveau du Sénégal, qui sont très développés dans les domaines du digital. Hein. Ils font des affaires, ils font ce qu'on appelle le dropshipping, c'est-à-dire ils vendent des objets, leurs produits sur Internet. Donc toutes ces activités-là peuvent aussi être très intéressantes pour des futurs investisseurs hein, de la diaspora qui veulent aller entreprendre en Afrique ou au Congo. La microfinance, c'est l'ensemble de prestations
financières. C'est un ensemble de prestations financières. Les prestations financières, c'est l'épargne, les prêts, les transferts d'argent et par moments aussi les crédits. Donc tout ça fait partie de la microfinance. Donc voilà un autre secteur qui peut être intéressant en termes d'investissement pour les Congolais qui sont dans la diaspora. En fait, pourquoi ce secteur est intéressant? Quels sont les besoins en termes de microfinance? En fait, les besoins en services financiers est extrêmement important et s'appuie sur plusieurs constats. Les constats, c'est que la taille de la population, qui est estimée aujourd'hui à 100 millions d'habitants, n'a pas toutes, donc, ou n'ont pas tous accès aux services bancaires. Donc, il y a des populations qui se trouvent dans des milieux très reculés, dans des milieux ruraux, qui ne peuvent pas avoir accès à la banque, ou du moins difficilement. Ils doivent faire 100 km, 80 km à pied pour pouvoir trouver une banque. Donc, c'est là l'apport de la microfinance. Essayer de permettre à ces populations de faire des placements, déjà, par rapport à leur argent, et aussi de pouvoir se faire financer à petite échelle. Donc, c'est là où les organismes de microfinancement organisent ou opèrent des microcrédits, des microfinancements par rapport aux bénéfices de la population rurale ou des populations pauvres. Donc, c'est là aussi un autre secteur très porteur, n'est-ce pas, qui peut intéresser des compatriotes congolais qui se trouvent disséminés dans le monde. Si vous êtes intéressé et que vous sentez que les domaines de la microfinance vous intéressent, vous pouvez nous contacter, Exo Afrique Investment Consulting. Nous allons vous aider à pouvoir matérialiser, n'est-ce pas, votre projet dans ces domaines de la microfinance. En gros, nous allons vous accompagner, nous allons vous organiser une petite formation, vous expliquer déjà en quoi ça consiste et vous aider à faire votre business plan et faire des études, ce qui est très important, faire des études de faisabilité au Congo, parce que nous avons nos bureaux au Congo actuellement, avec nos opérateurs sur le terrain, qui vont vous aider à faire ces études de faisabilité sur le terrain, de manière à ce que lorsque l'activité commence, ils vous accompagnent aussi dans vos premiers moments pour que l'activité soit, n'est-ce pas, rentable. Donc, en parlant des microfinances, de la microfinance, j'aimerais aussi faire un point sur les assurances. Voilà un autre domaine aussi qui peut être porteur, parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il n'existe plus de monopole du domaine des assurances qui était exercé à l'époque par la SONAS. Aujourd'hui, la SONAS, c'est une entreprise comme les autres entreprises. Donc, il y a de la concurrence, il y a de la concurrence, n'est-ce pas, dans ces domaines-là. Donc, vous pouvez aussi, si vous vous sentez interpellé, vous pouvez vous lancer. Vous n'êtes pas obligé. C'est vrai que pour créer une entreprise d'assurance, ça demande énormément de moyens. Vous êtes dans des États occidentaux. Vous savez que les assureurs, généralement, c'est des banques et tout. Mais il y a possibilité, n'est-ce pas, de travailler en collaboration avec des entreprises qui ont des permis, qui ont l'autorisation d'exploiter en matière d'assurance. Vous pouvez travailler avec eux en devenant par exemple courtier ou agent d'affaires. Donc tout ça est toujours possible en termes d'investissement, d'opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. La distribution. Les secteurs de la distribution. Déjà, la distribution, c'est quoi? C'est tout ce qui est qu'on appelle communément les magasins en ville, ou les supermarchés, les supérettes, supermarchés. Voilà, les secteurs de la distribution. En réalité, ces secteurs aujourd'hui est
quasiment détenus par des expatriés. Je n'ai rien à voir avec les expatriés, mais vous savez que si nous voulons être indépendants, véritablement indépendants, nous devons faire un effort pour pouvoir contrôler notre économie. Et notamment, contrôler ce que nous mangeons. Parce que quand nous laissons aux expatriés le loisir de contrôler ces secteurs, ça veut dire que c'est des expatriés qui décident à notre place ce que nous allons manger et ce que nous allons boire, ce qui n'est pas très intéressant. Je ne vois pas comment, à moins que le gouvernement puisse s'y mixer, je ne vois pas comment un Indien va préférer vendre un produit d'un Congolais plutôt qu'un produit qui lui vient de l'Inde, si les deux sont à concurrence en termes de prix ou en termes de qualité. Vous voyez, donc c'est là où on parle du patriotisme économique, en fait. Nous devons faire cet effort pour pouvoir nous imprégner, nous introduire dans ces domaines. Les marchés est immonde, les marchés est tellement grand. Nous avons notre part, nous de la diaspora, nous Congolais, parce que moi je parle de la diaspora parce que je considère que la diaspora congolaise, comme je l'ai dit, constitue la véritable classe moyenne du pays. Donc, à ce titre, nous avons un mot à dire, nous avons des choses à faire pour contribuer au développement de notre pays. Donc, si nous voulons intervenir dans l'agriculture, dans l'agro-business, comme je l'ai dit, il faudrait que nous puissions penser aussi à l'après. C'est-à-dire, après avoir investi dans l'agriculture, vous aurez besoin de vendre ou d'écouler vos marchandises. Vous allez les écouler comment? Soit en transformant vos produits, ou soit en vendant auprès des distributeurs. Alors, les distributeurs, c'est qui? C'est des expatriés. Quelque part, c'est une manière pour nous d'expatrier en fait nos richesses. Parce que quand un étranger investit chez vous, c'est vrai, il les fait, mais il ne les fait pas comme un acolyte, comme un enfant de cœur. Hein? Tout ce qu'il aura comme dividende, il faut le dire, ne seront pas nécessairement réinvestis sur terrain. Ils vont être expatriés chez lui. Donc c'est aussi une manière de nous appauvrir en réalité. Moi qui vous parle, j'ai été avocat au Congo. J'ai travaillé avec un certain nombre d'expatriés. Je ne citerai pas les nationalités pour ne pas blesser certaines susceptibilités. Mais j'ai vu, hein, j'ai compris qu'en réalité, on peut rien attendre d'eux. C'est des gens qui, quand il organise des marchés, il vend tout ce qu'il a comme revenu la semaine. La semaine ne se terminera pas sans que ces revenus-là puissent être virés dans son pays d'origine. Vous voyez, donc c'est la meilleure des manières de vous appauvrir en réalité. Donc nous devons prendre notre responsabilité en intervenant notamment aussi dans les domaines de la distribution, en créant des supermarchés, en créant des supérettes, des boutiques où on peut vendre nos produits, aider aussi, parce qu'en créant ces genres d'activités, on donne du travail, n'est-ce pas, aux compatriotes qui vont nécessairement s'y retrouver. Après l'enquête du journaliste Alain Foucault sur la spoliation des richesses minières en RDC par les Chinois, tout le monde a été ému. Mais moi, la question que je me pose, la question que je te pose, toi qui me suis, est-ce que tu sais que tu peux intervenir dans les mines au Congo? Beaucoup de gens ne le savent pas. Tout le monde peut intervenir dans les domaines miniers en RDC. Vous n'avez pas besoin d'avoir 1 million de dollars, 100 000 dollars, 50 000 dollars pour intervenir dans les domaines des mines en RDC. Dans l'or, les cobalt, les diamants, les coltans et j'en passe. Vous pouvez. Même avec 5 000 euros, vous pouvez. Mais le problème, c'est que les gens ne sont pas... Les gens croyaient, les gens laissent aux étrangers en réalité de pouvoir régenter ces domaines.
de pouvoir intervenir dans ces domaines. Alors que nous, la diaspora, ou même les Congolais qui sont au pays, nous pouvons intervenir dans ces secteurs. D'ailleurs, il y en a pas mal de nos frères, de nos compatriotes, qui sont investis dans les domaines des mines. Pour cela, il faudrait avoir des autorisations. Il faudrait avoir des autorisations. On peut, par exemple, organiser ce qu'on appelle une coopérative minière. Une coopérative minière, c'est une petite structure d'exploitation des mines, une structure artisanale. Hein. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait tout simplement avoir seulement ce qu'on appelle des cartes d'artisanat, cartes d'artisan. Il suffit d'avoir, je crois, une affaire de 20 cartes d'artisan. Donc pour les différents membres de la coopérative, on a les autorisations nécessaires. Et bien, on se lance dans ces secteurs, dans l'or, dans les diamants, dans les cuivres, dans les coltans. C'est possible. Si vous êtes intéressé, eh bien, n'hésitez pas, venez, nous allons en parler. Je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants, comment on peut on peut intervenir, comment avoir toutes ces autorisations, parce qu'aujourd'hui j'ai des arrangements, n'est-ce pas, je dirais même des conventions avec différentes structures étatiques qui interviennent dans les autorisations minières en RDC. Donc, la porte nous est grandement ouverte, nous de la diaspora, de pouvoir maintenant intervenir dans ce secteur qui est très intéressant pour notre économie et que nous ne pouvons plus laisser entre les mains essentiellement des expatriés. Vous avez été nombreux à me suivre. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Je dis particulièrement merci, expressement, en tout cas merci à James Lukezu qui a réalisé cet élément. N'oubliez pas ou n'hésitez pas de me contacter. Si vous avez besoin d'informations sur nos activités, Exo Africa Investment Consulting, nous sommes à Paris. Merci et surtout n'oubliez pas de liker, de partager au maximum cette émission et surtout de regarder dans les descriptifs d'émission où il y a notre e-book que nous avons mis en place, comment devenir milliardaire en RDC. Vous pouvez consulter ces e-books, un travail très précis et pointueux qui a été réalisé par nos soins et vous allez avoir tout ce dont vous pouvez avoir besoin pour vous décider à investir. Notre devise chez Exo Africa, c'est « Si vous pouvez rêver, nous pouvons les réaliser avec vous ». Exo Africa Investment Consulting, votre interlocuteur indispensable dans la réalisation des investissements de la diaspora africaine. Vous êtes ou vous envisagez vous lancer dans l'agrobusiness, les mines, l'immobilier, la distribution, le digital et la microfinance. Or, diamants, cuivre, cobalt, pétrole, le cabinet Exo Africa Investment Consulting vous accompagne dans le conseil, la création, l'accompagnement jusqu'à la réalisation de vos projets sur le terrain en République démocratique du Congo. Notre expertise juridique, administrative et commerciale en France, en RD Congo et en Afrique francophone vous donne la clé de la réussite. Pour tout contact, notre siège se situe au 11 rue Tranchée 75 008 Paris et par téléphone au 0033 7 53 93 03 07.